Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, là, on a deux beaux sujets. Là, et il faut le soulever, là, proposé par Gab aujourd'hui là, pour l'épisode. D'ailleurs, vous allez remarquer, là, l'épisode va probablement sortir avec un léger retard. Là, comme on vous l'avait dit, là, on est à distance, là, étant sur deux continents différents. Ça rend les plages d'enregistrement courantes qu'on faisait un petit peu plus compliquées. Là, donc, on a moins de latitude qu'à l'époque avec le plus ou moins 6 heures. Là, donc, vous nous excuserez là, du petit délai, mais on continue encore une fois notre série là, d'avoir un épisode par semaine. Donc, ça, on est bien content et on a du beau contenu pour vous. Avant d'entamer là, les deux segments, là, on vous fait littéralement le format là, le plus de base du podcast, là, qui est digne du premier épisode, un bon vieux au son de la cloche et un dans vos poches. Donc pour nos fans de finances personnelles, là, nous sommes de retour avec un sujet que Gab nous a proposé, là, donc on vous en parle dans la deuxième partie. Mais avant de commencer, et de manière très 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 pertinente, on va dire aujourd'hui, là, je vais te laisser Gab faire le petit disclaimer de début d'épisode. Oui, mais n'oubliez pas évidemment dans le podcast L'État financier, ça se vaut pour toutes les parties, mais plus particulièrement dans la partie au son de la cloche, surtout celui qu'on va vous parler, ce dont on va vous parler aujourd'hui. Évidemment, tout ce qu'on vous parle, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une opinion ou une recommandation, en tout cas officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert ou un conseiller en placement si vous avez des questions en particulier sur votre portefeuille personnel. Évidemment, on n'est pas responsable en quoi que ce soit. Et c'est vraiment pour partager des idées, notre opinion. Puis n'hésitez pas du coup à débattre, j'en profite, vous le savez, dans les commentaires. C'est un espace de discussion, ce podcast-là, vous le savez. Voilà. Parfait. Donc commençons ça en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet pour aujourd'hui est digne, encore une fois, là, d'un concept qu'on aime beaucoup. Là. On va vous parler d'un IPO assez intéressant. Là, on a fait un point, vous vous souviendrez, là, dans le courant de la saison 2, si je me souviens bien, là, sur le IPO de Airbnb, qui avait été un IPO notoire, là, avec une performance qui était assez intéressante, surtout pour la période. Là, on sait qu'on était à l'époque avec des marchés qui étaient un petit peu inquiétants, là, malgré tout. Là, c'était la reprise, donc on n'était pas certain de la performance des IPO, donc c'était au début de l'année 2021 de mémoire. Et là, on veut vous parler aujourd'hui, en fait, de ce qui est, depuis officiellement la fin de sa première journée de transaction, le pire IPO de l'histoire des marchés boursiers, surtout les marchés nord-américains, là, de tout ce qui est, en fait, tous les records qu'on a de IPO. On veut parler de Robinhood. Donc, Robinhood, vous vous en souviendrez également, on avait fait un petit topo là, sur les fameuses Wall Street Bets. Robinhood était un peu au centre de tout ça, là, donc je vais peut-être te laisser Gab commencer par un peu introduire là, la compagnie Robinhood, là, qui est une bonne vieille plateforme de broker, là, une plateforme de transaction là, individualisée. Là, si vous faites, on en parle souvent, là, vous voulez faire des investissements par vous-même, ben, aux États-Unis, Robinhood est une alternative qui existe pour les investisseurs américains. Donc, c'est une plateforme de courtage, donc je vais te laisser peut-être Gab, encore une fois, là, reprendre la balle au rebond sur l'introduction. Oui, tout à fait. Et puis, Robinhood, en fait, on en avait déjà parlé, je me souviens de ça dans l'épisode sur GameStop. Donc, vous avez dû vous en souvenir probablement parce que ça date d'il n'y a pas si longtemps, là. Cette espèce de flambée du cours d'une action qui valait pas grand-chose est basée énormément sur la rumeur, en fait, en fait, sur du pump and dump classique, hein, qui s'est fait depuis des centaines d'années, en tout cas sur les marchés boursiers, c'est-à-dire crier en fait fondamentalement qu'une action vaut plus qu'elle ne vaut. Mais on va pas revenir là-dessus. On vous invite à écouter l'épisode qu'on avait fait en compagnie de Thomas. Je trouve qu'il a toujours autant sa pertinence. Je dirais les éléments n'ont pas tant changé. Bon, Robinhood, c'est sûr, vous le savez, c'est une plateforme de courtage, tu l'as bien dit, JP. C'est l'un des plus grands brokers, en fait. En fait, c'est une des brokers qui est vraiment en croissance perpétuelle depuis quelques années maintenant. Leur segment de prédiction, bien évidemment, c'est le fait qu'ils offrent effectivement différents produits de trading et à des coûts tout à fait abordables. Même la plupart des transactions, en fait, sont gratuites sur la plateforme. Donc, vous ne payez pas de frais de courtage comme ça a toujours été le cas, en fait, sur les marchés boursiers. On se souvient pendant des dizaines d'années, si tu veux, dans l'industrie, ça tournait aux alentours des $10 par ordre. Donc, par ordre que vous remplissez, ça vous coûte $10. Donc, c'est sûr que ça peut coûter des sous, là, pour le coup. Et je dois t'avouer, c'est vrai que c'est une industrie qui était vraiment concentrée auprès de grandes banques ou de grandes sociétés de courtage. Alors, aux États-Unis, c'est sûr que les plus
Les plus connus, bien évidemment, c'est Merrill Edge, donc qui est l'ancienne compagnie de Merrill Lynch, mais qui a depuis fusionné avec Bank of America. TD, donc, qui est une banque canadienne, mais qui a de très grosses activités, si tu veux, aux États-Unis. Et ainsi d'autres. La plupart des banques ont leur service de brokerage, si tu veux, qui est à leur disposition, comme par exemple Wells Fargo, etc. On ne rentrera pas trop dans les détails. JP Morgan, évidemment, qui depuis 2008 est la filiale, si tu veux, qui est la fusion entre Chase et JP Morgan. Donc, ça fait partie du même groupe. Enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Et ce nouveau acteur, Robinhood, si tu veux, vient avec un argument, si tu veux, de pointe qui est évidemment beaucoup moins de frais. Une appli mobile, si tu veux, qui est aux petits oignons. Je pense que c'est vraiment la force, c'est de rendre, si tu veux, le trading accessible à tout le monde et donc avec des montants tout petits. On peut même investir avec ce qu'on appelle des actions fractionnées. Ça, c'est quelque chose qui était très populaire et je pense qu'il plairait à beaucoup de gens. C'est-à-dire d'acheter, par exemple, 0,42 actions pour que ça fasse tout pile un montant tout rond. Genre, par exemple, au lieu de dire je vais acheter une action Apple, je vais investir $500 par exemple dans une action Apple par exemple, ou le contraire par exemple pour Amazon si tu veux. Et je pense que c'est quelque chose, ils sont venus avec des arguments qui sont très forts et évidemment aujourd'hui c'est l'une des sociétés si tu veux qui est le plus en vue évidemment dans le milieu du courtage en ligne. Ben exact, et puis tu l'as bien dit, c'était un peu la nouvelle vague de compagnies de brokerage parce que les banques avaient les leurs, qui étaient un petit peu une industrie, encore une fois, comme les banques le sont, là, mais c'était le secteur financier un peu stable. Et Robinhood fait partie justement de cette nouvelle vague-là qui vont ajouter beaucoup de logique de data, encore une fois, dans justement l'offre de services. Le fait que, comme tu l'as dit, les frais sont beaucoup moindres parce qu'en réalité, ils vont faire de l'argent avec les données des consommateurs, etc. C'est, encore une fois, le fait de rendre un service de base tout à fait fonctionnel, mais qui permet encore une fois à une compagnie d'être très rentable. Donc cette compagnie-là, sur papier, avait quand même des résultats et une performance qui pouvaient être intéressantes et qui pouvaient encore une fois offrir une croissance dans les années à venir. Encore une fois, bien évidemment, c'est ça le but avant un IPO, c'est d'avoir une situation financière qui est favorable et c'est d'avoir aussi une performance future qui est en termes prévisionnels intéressante. Sinon, bien évidemment, pourquoi faire un IPO? Pourquoi prendre le risque de se rendre public si on n'est pas dans une situation financière favorable? Donc, Robinhood était dans une belle position présentement. Lors du IPO, on l'avait dit, il y avait aussi, bon ou mauvais, le marketing lié à Wall Street Bets avait apporté quand même le fait que Robinhood était connu maintenant de beaucoup de personnes. Personnellement, Gab, tu m'en avais parlé de Robinhood à l'époque, je me souviens très bien, avant toute l'histoire du début de l'année 2021. Je t'avais dit, je connais à peu près même pas c'est quoi cette plateforme-là officiellement. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas initiées à la finance, qui ne connaissaient pas, et même des personnes qui sont initiées à la finance n'en connaissaient rien également. Donc, l'espèce de boom marketing qu'ils ont eu au début de l'année a été très, très, très intéressant pour, encore une fois, amener justement cette notoriété-là qui est pertinente pour faire un IPO. On s'entend, Airbnb est arrivé, on en a parlé au début de l'année avec leur IPO. Airbnb, tout le monde connaît. Donc, c'était intéressant, une bonne vieille petite firme de brokerage qui passe à compagnie de courtage ou qui rend public les actions de cette compagnie-là qui ne seraient pas connues, ça sert à rien. Donc, déjà là, c'est intéressant. Par contre, et tu l'as soulevé, Gab, il y avait beaucoup d'innovations qui faisaient en sorte que c'était accessible à tous et qui c'était également très intéressant à tous. Le fractionnement était un excellent exemple. C'est aussi une manière pour plusieurs personnes d'investir, surtout pour les non-initiés, dans les fameux blue chips, les compagnies qui sont en général beaucoup plus stables, mais qui ont également des prix par part, des prix par action qui sont considérablement plus élevés. Donc le fractionnement était aussi une marque de distinction très intéressante de Robinhood. Si on vous parle officiellement là, du IPO plus concrètement qui a lieu, là, encore une fois, le IPO a suivi la même démarche que les roadshows, etc. Et le jour J, qui est tout souvent le jour pris en considération de l'arrivée publique là, du titre, le titre a perdu, pour être exact, le 8,4% lors de sa journée d'IPO. Donc le prix d'émission, qui, de mémoire, Gab, tu me corrigeras, je crois, était autour de 38$ initialement, a perdu au total 8,4%, ce qui, encore une fois, pour l'historique récente des compagnies nord-américaines dans le même genre, pas le même genre d'industrie, mais le même genre de catégorie de capitalisation boursière finale, c'est la pire performance ever. Tout ça, juste, je pense que c'est maintenant pire que la compagnie qui s'appelle MF Global Holdings Limited, qui était aussi une compagnie de courtage, intéressant à noter, qui avait perdu à l'époque 8,2% en 2007 lors de son IPO. Donc deux compagnies de brokerage qui dans ce secteur-là, dans ce type de capitalisation boursière-là, ont eu les pires IPO. Robinhood est maintenant la pire ever. Donc c'est à noter, c'est littéralement de dire si quelqu'un avait pu obtenir une part au prix d'émission, tu perds automatiquement 8% par part dans ta première journée, ce qui est assez notoire. Ouais, c'est énorme. Puis pour être plus précis exactement, le prix était en fait à l'émission, donc
Rappelons à nos auditeurs aussi, parce que ça peut être un peu plus complexe, là, je veux pas non plus comment dire, que l'on décroche en tout cas du podcast, mais souvent en fait dans un IPO, en fait dans une introduction en bourse, il y a une nouvelle levée de capital, et c'est cette nouvelle levée de capital qui détermine en gros la capitalisation boursière d'une entreprise, c'est-à-dire sa valeur, et cette valeur elle est très simple, c'est le nombre d'actions qui sont en circulation fois le prix de l'action. Et cette nouvelle émission a été faite au prix de 42 dollars, ce qui est normalement un estimé raisonnable de la valeur en fait de l'entreprise. Le but étant d'avoir, si tu mets un prix trop bas, si tu veux, ça veut dire que peut-être tu te prives d'un financement supplémentaire que tu aurais pu avoir, donc de cash supplémentaire. Et si tu mets un prix trop haut, c'est sûr que tu te retrouves à ce que tes actionnaires dès le début soient pas contents, si tu veux, parce qu'ils ont payé 42 dollars pour un truc qui en vaut 34 à la fin de la première journée, si tu veux, au creux, si tu veux, des marchés était à 34 dollars. Je crois que l'action a remonté un tout petit peu, je crois qu'elle était aux alentours des 36 avant qu'on tourne le podcast, comme on vous a dit, on est un peu en décalé malheureusement là, avec le décalage horaire là, mais je dois t'avouer que si tu veux, c'est des premières journées qui sont compliquées pour Robinhood, et je pense que ce serait quand même intéressant de se poser les questions. Qu'est-ce qui fait effectivement que ce prix-là a été complètement peut-être surévalué, et je trouve que ce serait intéressant aussi un peu de parler plus en profondeur de exactement comment ça se passe dans ce genre de situation. Est-ce que ce prix-là pourrait être repassé aux alentours des 42, voire plus sur le long terme? Ce sont des questions qui vont être pertinentes. Et je pourrais y répondre, on va avoir toute la discussion du haut son de la cloche pour le détailler, là, mais si tu veux, cette situation-là m'a fait penser un petit peu, en fait, à un IPO, si tu veux, qui a été l'un des plus gros de l'histoire, c'est en l'occurrence celui de Facebook. Celui de Facebook, je me souviens, pendant les premiers mois, si tu veux, c'était la débandade, c'était la dégringolade, pardon, au niveau des cours. Et je me souviens à tel point que Mark Zuckerberg a été très critiqué, si tu veux, pour justement peut-être avoir surévalué son entreprise au début. Il faut avouer que Robinhood, dans un premier temps, aujourd'hui, ils offrent plein de services, effectivement, donc on l'a dit, c'est du trading, etc. Mais ils basent beaucoup de leur marketing autour, aujourd'hui, si tu veux, par exemple, de l'investissement, par exemple, dans des ETF, donc par exemple des fonds négociés en bourse. On en a parlé des dizaines et dizaines de fois, je ne veux pas trop me répéter, mais aussi sur des produits financiers qui peuvent être beaucoup plus risqués, si tu veux. Par exemple, des options, par exemple, de l'or, même des crypto-monnaies. Et ce qui leur a fait non seulement une très bonne pub, et il faut avouer que la plupart de leurs utilisateurs, en fait 80% selon les stats que je regardais, en tout cas sur le formulaire S1, qui est le document qui est remis en fait lors d'une nouvelle introduction en bourse, 80% de leurs utilisateurs mensuels ont entre 18 et 44 ans, si tu veux. Donc c'est un segment de population qu'on pourrait appeler communément les millennials, donc là, ou la génération Y en français. Là, mais, et c'est assez intéressant de se dire, bon, aujourd'hui, Robinhood, elle est vraiment segmentée, focusée sur cette portion, tu veux, de la population. Et la question, c'est est-ce que ce business est vraiment rentable? Faut avouer que Robinhood a enchaîné, et puis ça c'est souvent le cas, si tu veux, de ce genre de nouveau business, évidemment des déficits pendant des années et des années, parce qu'évidemment maintenir une plateforme telle que Robinhood, ça coûte très très cher, et ce qui s'est passé, si tu veux, durant le scandale, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'on a tendance à utiliser cette terminologie un peu trop facilement, mais pendant l'affaire GameStop, si tu veux, ils ont été très critiqués justement pour leur capacité à gérer du data et des ordres de plus en plus nombreux, si tu veux. Exact. Et puis tu l'as bien soulevé, c'est quelque chose qui est assez pertinent et qui explique beaucoup ce qui s'est passé au niveau du IPO. Là, je l'ai dit que leur santé financière divulguée était relativement favorable. En fait, la déclaration de l'année passée pour 2020 montrait une entreprise qui était profitable. Donc on sait que la profitabilité sur une année d'une compagnie est souvent une période favorable lorsque l'entreprise est privée et qu'elle veut devenir publique. Par contre, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que la divulgation par la suite publique qui a eu lieu, liée encore une fois au IPO, des premiers trimestres de l'année 2021 montre des déficits quand même assez monumentaux. De mémoire, là, il y a eu une perte d'à peu près 107 millions là, dans le trimestre plus récent, là, depuis le début de l'année, ce qui fait en sorte que on s'est retrouvé dans une situation qui était un peu soudainement, est-ce que
les chiffres étaient très favorables à la fin 2020, mais qu'il était un peu camouflé derrière le fait que ça va vraiment pas si bien que ça présentement au niveau de la performance de Robinhood. Donc, encore une fois, saison financière un peu mitigée, un gros high 2020 et 2021 qui commence un peu de manière plutôt mauvaise, encore une fois, ce qui n'est pas vraiment favorable. Donc, première raison pourquoi il y a peut-être un peu de questionnement sur la compagnie Robinhood. Tu l'as soulevé également, le deuxième point, moi, que je voudrais mettre de l'avant, là, qui expliquerait un petit peu pourquoi est-ce que des investisseurs peuvent s'inquiéter d'investir dans Robinhood. Tu l'as dit, beaucoup d'investisseurs très jeunes et encore une fois, souvent des personnes qui ne sont pas initiées à la finance. Donc des personnes qui, du jour au lendemain, peuvent décider, en bon français, peuvent se lasser un peu de transiger sur Robinhood, ont mis 100$ et en ont un petit peu assez. Arrête de transiger. Cette compagnie-là a besoin de volume de transactions. Cette compagnie-là a besoin de nouveau capital, mais également besoin de personnes qui vont le conserver là. Et ça prend souvent, si on compare avec des plateformes de courtage de grandes banques, ça prend souvent des grands investisseurs, des personnes qui vont laisser leur argent là pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, qui vont investir, encore une fois, de manière assez fréquente. Ça prend différentes catégories d'investisseurs. C'est des personnes très actives, comme des personnes qui ne le sont pas du tout. Mais Robinhood se trouve encore une fois avec des jeunes qui ont encore une fois un peu malheureusement, et ça c'est un peu le but du podcast, on l'a dit, de rendre la finance plus compréhensible. C'est un peu le défaut de l'éducation qu'on a maintenant. C'est des personnes qui ont peut-être un peu d'immaturité par rapport à l'investissement en marché, qui investissent là-dedans. Donc est-ce que c'est une base de clientèle qui sont encore une fois la cible et le cœur de l'entreprise? Est-ce que c'est rassurant pour des investisseurs? Pas tant que ça, parce que du jour au lendemain, ces personnes-là peuvent repartir avec leurs trucs et arrêter de transiger, et soudainement, les revenus ne rentrent plus tant que ça pour Robinhood. Donc, la base de clients m'inquiète beaucoup. C'est le deuxième point que je soulèverai, là, encore une fois, pour expliquer cette volatilité-là. Et le troisième point que je voudrais mettre de l'avant avant de repasser Gab, là, qui selon moi explique un peu la performance absolument exécrable de la première journée du titre, c'est justement ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Pour vous donner l'information, là, la performance récente de Robinhood, surtout depuis le début de 2021, leurs bénéfices découlaient à 17% uniquement du marché des crypto-monnaies. On sait présentement qu'avec la volatilité épouvantable des crypto-monnaies, l'intérêt, encore une fois pour les non-initiés, de se garrocher dans les crypto-monnaies, là, en bon français, n'est pas si favorable que ça, n'est pas si intéressant que ça. Il y a tellement de risques. On prend enfin une réalisation que, on le dit souvent, mais le fameux toutes les crypto-monnaies peuvent aller to the moon, mais en réalité, les non-initiés comprennent, et les personnes qui ont un peu d'immaturité ou qui ne s'intéressent pas réellement à la finance avant d'investir comprennent, mais finalement, les crypto-monnaies, il y a un risque épouvantable. Il y a un risque que demain matin, ça perde 40% de sa valeur et qu'on ait perdu beaucoup d'argent. Donc, malheureusement, je pense que le crash, entre guillemets, la baisse assez drastique des crypto-monnaies dans les derniers mois a eu un impact sur cette base d'investisseurs-là aussi, qui ont pris la réalisation de c'est possible de perdre de l'argent. C'est pas en tant que collectivité qu'on peut tout faire monter et qu'on peut tous être gagnants en investissant dans des compagnies justement où c'est gratuit comme Robinhood de faire des transactions. Il y a des possibilités de perdre de l'argent et ces personnes-là, comme je l'ai dit dans le deuxième point, là, perdent un peu de l'intérêt pour investir là-dedans, sortent leur argent et quittent un peu le monde du courtage, ce qui, encore une fois, cause un problème. Donc, je pense que les cryptos, c'est très important de le noter, ce qui s'est passé sur l'espèce de réduction du volume de transactions chez Robinhood. Ça découle beaucoup du fait que je pense que des personnes ont eu peur, avec raison, de ce marché-là qui était énormément volatile et qui, encore une fois, avait une part monumentale, selon moi, pour une seule classe d'actifs. Une part monumentale des bénéfices de la compagnie à 17%, c'est absolument, pas c'est inconcevable, mais pour des cryptos, c'est épouvantable d'avoir autant de bénéfices découlant uniquement de ce type de sécurité. Oui, puis je partage ton opinion très fortement, JP, au niveau c'est ça, du côté crypto-monnaie. C'est vrai qu'encore une fois, Robinhood bénéficie un peu de cet effet, je dirais entre guillemets, malheureusement, c'est que c'est une entreprise qui est très clickbait, hein, qui vit effectivement d'investissements qui sont très spéculatifs et on en parle à chaque fois, dans le podcast, faites vos recherches avant d'investir, mais je dois t'avouer, la clientèle niche, si tu veux, de Robinhood n'investit pas, elle spécule, si tu veux, elle s'intéresse pas fondamentalement aux fondamentaux, puis à croire à l'entreprise, c'est de savoir, ah bah oui, je vais acheter à 20, je vais ressortir à 40, etc., sans faire une réflexion approfondie réellement de c'est quoi cette entreprise-là, qu'est-ce que j'aime à propos de cette entreprise-là, être un investisseur, entre guillemets, averti, puis je dirais patient aussi. Et ça, je trouve que c'est un peu le message qui est malheureusement véhiculé, je pense à contre-cœur par Robinhood, parce que je pense que je suis persuadé que c'est une entreprise qui est sérieuse, etc., puis qui a investi énormément. J'ai bien peur, malheureusement, que ce soit typiquement le genre d'entreprise qui a une croissance trop importante, en fait. Et peut-être qui
cette croissance-là est pas toujours facile à gérer quand tu vois par exemple que leurs revenus, rien que leurs revenus de transaction, ont passé par exemple de 170 millions de dollars à 720 millions de dollars en un an, rien qu'avec l'effet GameStop. C'est complètement fou, et j'ai bien peur malheureusement que cette croissance-là, elle soit trop importante, si tu veux, et peut-être elle soit pas facile à gérer, etc. Surtout que par la suite, quitte entre guillemets, c'est ça de ce que tu as dit en fait, est-ce qu'on va réussir à retenir ces utilisateurs-là? C'est toute la question de savoir si Robinhood va réussir à les faire. Alors je sais qu'ils ont quand même commencé pas mal à diversifier leurs produits. Je l'avais vu avant de commencer l'enregistrement. Je voyais ils ont maintenant un nouveau service qui s'appelle Robinhood Gold, qui est comme un abonnement à 5 ou 10 piastres par mois où tu peux avoir par exemple des dépôts plus importants ou avoir accès à des données supplémentaires. Je pense pas que ce soit hyper important, mais ça peut être un petit add-on qui peut rajouter des frais, un peu comme en fait n'importe quel abonnement à un service de streaming, c'est du cash supplémentaire. En revanche, moi ce qui m'inquiète un peu au niveau de Robinhood, et c'est pour ça que j'ai moi personnellement une opinion un peu néfaste sur cette entreprise-là, malgré que, encore une fois, je suis bien content, si tu veux, qu'une entreprise comme ça ait existé, parce que ça a permis de démocratiser quand même les marchés. La question, c'est aussi comment ils font de l'argent aussi. On a dit que ils font des revenus de transaction. Alors, en partie, c'est le Robinhood Gold. En partie, si tu veux, par exemple, des intérêts qui choisit quand tu déposes de l'argent dans ton compte de courtage et qu'il n'est pas investi, évidemment, il sert de marge pour quelqu'un d'autre. Ou par exemple, tes titres, quand tu es long, par exemple, sur une action, cette action-là, elle peut être prêtée à quelqu'un d'autre sur un compte de marge, par exemple, quand quelqu'un le vend à découvert, par exemple. C'est un exemple. Et si tu veux, tout leur business model vient de là. Et un autre point qui est un peu plus shady, en fait, c'est effectivement le partage de données et l'utilisation de ce qu'on appelle des dark pools. Alors, les dark pools, pour rentrer pas trop dans les détails, c'est un peu complexe, encore une fois, et je ne veux pas vous perdre. Ce sont en fait des espèces de salles de marché en fait qui sont noires, donc qui ne sont pas visualisées, si tu veux, par l'utilisateur. Et en gros, au lieu que l'ordre soit exécuté en fait sur une place de marché traditionnelle, comme par exemple le NICE, il est envoyé par exemple dans ce fameux dark pool. Donc en fait, c'est les investisseurs de la même société de courtage qui s'échangent leurs actions. Ça évite que le Robinhood doivent aller sur les marchés pour crier un nouvel ordre. En fait, évidemment, aujourd'hui, c'est plus un cri, et on se doute bien, mais cette transaction-là, le fait d'aller envoyer un ordre au NICE coûte des frais, si tu veux, à Robinhood. Et ça fait que, si tu veux, ils arrivent à maîtriser beaucoup plus leurs coûts. Et cette situation avec les dark pools est parfois bien pratique parce qu'elle permet, si tu veux, à la plateforme de courtage de faire plus d'argent, si tu veux, d'économiser dans ses frais. En revanche, elle est critiquée parce que votre ordre n'est pas réellement exécuté là où vous en avez. Donc peut-être vous ne bénéficiez pas de la meilleure exécution qui existe. Et ça, c'est quelque chose qui est très critiqué, si tu veux, depuis des dizaines d'années, si tu veux, sur la street, l'utilisation justement de ces nouvelles plateformes d'échange, mais qui ne sont pas transparentes pour l'utilisateur. Et le dernier point, je pense que quand même, qui est à noter aussi de manière significative. Alors, on sait aujourd'hui, si tu veux, qu'avec la capitalisation boursière que va avoir Robinhood, je crois qu'il dépasse les dizaines de milliards de dollars, bien évidemment. Aujourd'hui, les deux patrons, évidemment, aujourd'hui, c'est incontestable, ils sont milliardaires, là, je veux dire, la question ne se pose pas. Il y a un problème, je pense, aussi de gouvernance, et je pense que toi, mon cher JP, tu pourras détailler un peu plus là-dessus. Le président, en fait, le CEO actuel de l'entreprise s'appelle Monsieur Vlad Tenev. Malheureusement, je ne le connaissais pas. Il possède 14% des parts, mais en revanche, il possède 16% des parts, mais il possède 60% des droits de vote. Est-ce que ça, JP, tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ce phénomène-là? Effectivement, c'est un phénomène qui est plus courant qu'on peut le penser, qui souvent en fait disparaît de manière progressive avec un IPO, là, avec l'entrée publique. C'est pas quelque chose qui est anormal dans une compagnie qui est privée. Encore une fois, bon, le vote se fait de manière privée, c'est sûr que ça n'implique pas beaucoup de monde. C'est pas les mêmes assemblées que lorsque c'est du public ou même en tant que détenteur d'une action, je pourrais décider de vouloir prendre cette action-là et l'utiliser pour un droit de vote. Cette logique, encore une fois, privée-là, fait en sorte que bon, les propriétaires, les fondateurs, souvent vont garder un contrôle quand même assez massif pré-IPO sur la compagnie. La tendance, encore une fois, qui se produit lorsque, après un IPO, on a quand même des propriétaires, des fondateurs
qui conserve un pourcentage qui est quand même au-delà des 10%. On s'entend que dans un domaine public, une compagnie publique, c'est déjà beaucoup d'être au-dessus de 10% là, pour des parts dans une compagnie publique, mais encore plus lorsque les parts incluent un nombre de droits de vote qui est multiple, et qui est non pas un pour un, mais un pour deux, un pour trois, dépendamment du type d'action. Dans ce cas-ci, comme tu dis, avoir à peu près 14 ou 16% des parts dans la compagnie, mais d'avoir plus de 60% des droits de vote, c'est quelque chose qui est assez monumental, et c'est quelque chose qui fait en sorte que ça... Tu sais, c'est un peu... Comment dire, c'est de mon avis, là, c'est mon avis personnel, c'est un peu camoufler un IPO. Un IPO, c'est supposé rendre, encore une fois, d'aller chercher du capital, mais en concevant le fait qu'on va perdre, du moins pour les fondateurs, qu'on va perdre le contrôle en grande partie sur la compagnie, qu'on ne sera plus les seuls décideurs, qu'il va y avoir des intérêts de personnes à l'externe et d'entités à l'externe. Souvent, les personnes qui vont aller chercher, ou les entités qui vont chercher plus de 10%, mais c'est des investisseurs institutionnels, c'est des grands fonds, c'est des grandes banques, ou peu importe. Le fait que ça conserve vers les fondateurs fait en sorte que c'est une compagnie qui va encore une fois évoluer à leur gré, et ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose. Souvent, ce qu'on peut aimer dans une compagnie qui est publique et ce qui va stabiliser également la performance d'une compagnie publique, c'est lorsque les parts deviennent plus diluées, deviennent plus disponibles à travers l'ensemble de l'actionnariat, parce que les décisions vont être beaucoup moins opposées ou j'essaie de trouver le terme exact, là, mais de manière très, très directe, très soudaine, très rapide. Les décisions vont prendre un processus qui est plus progressif. Présentement, si Robinhood, on décide de faire une grande modification, ça pourrait se faire d'un seul et même coup. Et moi, le point que je voulais même rajouter sur cette partie-là, c'est justement, on sait, avec les propriétaires et les fondateurs actuels, la compagnie, malheureusement, est devenue la cible ou le visuel de plusieurs problèmes. Le fameux meme investing, comme on en a parlé, mais aussi, présentement, les politiciens et les régulateurs sont sur le dos de Robinhood. Robinhood est à la fois le vecteur de la démocratisation de l'investissement de courtage, qui est une très bonne chose. C'est le fondement même, et digne de Robin des Bois, c'est très collectif, ce qui est une très bonne mission encore là. Et c'est, selon moi, en se fondant sur cette mission-là et en continuant à l'exploiter, que Robinhood va pouvoir devenir une entité publique très performante en termes de performance du titre. Mais par contre, l'opposé, c'est de dire, il faut qu'on arrête d'avoir l'ensemble des journaux, l'ensemble des politiciens, l'ensemble des grandes agences réglementaires américaines qui sont sur leur dos à tout moment. C'est un peu ça le point qu'on voit avec la FINRA et avec le SEC, là, qui regardait beaucoup ce qui se passait. Il faut faire attention à ça. C'est pas une compagnie qui est publique ne veut pas être la cible des régulateurs, du moins en termes d'analyse ou d'études. C'est pas bien vu pour les marchés si on entend à chaque mois qu'il peut y avoir des enquêtes qui sont en cours. Ouais, puis c'est vrai que non seulement ça fait mauvaise presse, mais aussi, évidemment, ça... Je pense que ça a un impact matériel, si tu veux, sur la confiance du public envers, évidemment, de l'industrie de l'investissement. C'est un défi, je pense, particulièrement aux États-Unis, qui est un pays qui souffre malheureusement de la sous-bancarisation, qui est terrible, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai pas de stats précis, parce que malheureusement, c'est plus un sujet connexe, tu veux, à notre discussion d'aujourd'hui, mais le nombre de personnes aux États-Unis qui craignent, qui ne font pas confiance au système bancaire est très élevé, si tu veux. Beaucoup de gens qui n'ont d'ailleurs même pas de compte courant, si tu veux. Donc, ce qui est très inquiétant, et qui peut poser... ce genre de situation peut poser un impact matériel, si tu veux, sur la confiance qu'a le public sur l'industrie des services financiers. Et tu vois, un truc, tu veux, par exemple, une autre anecdote que je trouvais intéressante, que j'avais lue sur le net, et ça date de quelques années, parce que je suivais le Reddit à l'époque, si tu veux, de Robinhood, parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. Ils avaient lancé un espèce de système de compte épargne qui avait été fait, et qui malheureusement qui avait été très critiqué parce qu'il n'était pas assuré par le gouvernement américain. C'est-à-dire que si Robinhood faisait défaut, en fait, ça n'était pas protégé par l'entreprise, en fait, l'agence du gouvernement qui s'appelle la FDIC aux États-Unis, qui garantit les dépôts que vous déposez dans une banque américaine. Et c'était pas le cas, en fait, ils étaient assurés par un autre système, mais qui est moins fiable. Et c'est vrai que ça a heurté quand même pas mal la confiance, tu veux, évidemment des déposants, et je pense aussi des clients de Robinhood plus généralement. Et un dernier point que je voulais faire avant, parce que je trouve qu'on a quand même pas mal fait le tour, si tu veux, de la question, et encore une fois, le but n'est pas d'être négatif ou quoi que ce soit. Tu sais, je trouve que c'est une belle entreprise, je souhaite qu'elle prospère dans le futur, tu vois, et c'est en lien quand même avec pas mal, si tu veux, de IPO qui ont été faits. On a parlé pas mal des crypto-monnaies avec, tu vois, Coinbase depuis leur IPO, c'est la catastrophe aussi.
Ça ne fait que de perdre, évidemment, encore une fois l'effet crypto. Mais un autre point qui n'a pas été trop abordé, et je dois t'avouer qu'il est quand même assez intéressant, on l'a pas trop vu dans la presse mainstream, on le dira comme ça, c'est que Robinhood, durant son IPO, a autorisé ses employés, si tu veux, à vendre au maximum 15% de leurs actions, donc à travers un régime d'achat d'actions, comme ça peut être le cas par exemple dans certaines entreprises, dès l'introduction en bourse, et un autre 15% dans 3 mois. Et même les fondateurs, donc y compris le monsieur Tenef, donc, qui est le CEO, ils ont pu vendre aussi une partie de leurs actions, donc pour 50 millions de dollars chacun. Donc encore une fois, quand tu as des grosses transactions qui arrivent comme ça, avec des cours complètement à des prix si importants, puis des montants aussi importants, évidemment, ça peut avoir un impact matériel évidemment sur le prix de l'action. Quand ton propre dirigeant qui a investi des années de son temps, si tu veux, dans son entreprise, se met à vendre, le signal, si tu veux, émotionnel sur les marchés, ça veut dire que le dirigeant estime que son entreprise est surévaluée. Alors, encore une fois, là, c'est plus de la je dirais plutôt de la finance comportementale, mais c'est vrai que c'est quand même un point quand même qui est aussi à souligner. Effectivement. Donc, on suivra encore une fois là, un peu plus là, ce qui se passe avec ce IPO-là. On suivra aussi un peu les nouvelles des prochains gros IPO qu'il y a encore de planifier là, pour l'année 2021. Voir encore une fois, est-ce que c'est les marchés qui ont plus une tangente défavorable face à l'ensemble des IPO ou c'était vraiment Robinhood qui avait encore une fois un effet là, en tant que compagnie un peu néfaste sur la vision des marchés. Et encore une fois, comme toujours, on dit souvent, là, mais vu que c'est un sujet de marché et d'une compagnie listée, là, allez vous informer bien évidemment là, un peu plus sur le sujet là, au-delà de ce qu'on vous a mentionné comme toujours. Donc poursuivons maintenant avec le deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui là, pour ce grand retour dans vos poches là, dans le podcast là, qu'on avait mis un peu de côté, on vous l'avait dit là, qu'on allait peut-être en faire un peu moins là, avec le nouveau segment Place au débat, là, mais on vous en fait un aujourd'hui. Sujet très intéressant là, que Gab a soulevé. Là. On veut vous parler un peu plus des programmes de fidélité. J'ai pris quelques points de mon côté là, sur l'impact, puis je vais peut-être amorcer avec ça, Gab, avant de te repasser la parole. Mais les programmes de fidélité, on dirait qu'on prend pour acquis maintenant, en tant que consommateur, que la majorité des grandes marques vont avoir un programme de fidélité, mais on ne réalise pas réellement l'effet psychologique que ça a sur nos tendances d'achat. Et encore une fois, Gab et moi sommes deux personnes fans et qui ont étudié et qui travaillent dans le domaine financier, mais ça reste quand même que c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous et j'avoue que les chiffres sont assez magiques. Là. Pour vous donner les premières stats, il y a plus de 90% des compagnies qui ont des programmes de fidélité présentement en cours. Donc, encore une fois, c'est sur des statistiques au niveau des États-Unis, comme toujours. Là, c'est aussi le bassin de stats le plus disponible. Et le deuxième point que je veux soulever avant de te passer la parole, c'est qu'il y a 84% des consommateurs aux États-Unis qui ont été sondés, qui mentionnent que la disponibilité d'un programme de fidélité a un impact sur leur volonté de continuer à faire affaire avec une marque en particulier ou avec une compagnie en particulier de manière stable et constante. Donc, encore une fois, on le dit 90% des compagnies qui en ont un et 84% des consommateurs qui jugent ça dans leur décision pour continuer à faire affaire avec une marque en particulier. Et comme vous le savez, c'est peut-être le point là, avant que je te passe la parole, c'est reconnu dans le domaine du service et dans le domaine des services et des biens là, que c'est plus facile de revendre à un client qui a déjà acheté que de vendre pour la première fois à un client qui n'a jamais acheté. Donc, le fait d'avoir un programme de fidélité qui impacte sur la continuité des achats est probablement une grande valeur ajoutée et ça justifie, et ça, Gab, tu pourras probablement en parler plus, les investissements quand même assez majeurs que ça prend pour mettre en place ce genre de programme-là. Ouais, je dois t'avouer, ce sujet-là, en fait, m'a été inspiré de ma visite de mon supermarché aujourd'hui. Donc, quand tu m'as dit effectivement qu'on devait aller regarder au niveau des sujets, et puis moi j'étais tenté effectivement plus pour un dans vos poches. Ça m'a donné, c'est vrai, que cette idée de sujet-là, parce que si tu veux, tout le temps, maintenant dans n'importe quel magasin où tu rentres, que tu sois un client de courte ou de longue date, la première tentation, ça va être de te vendre effectivement le programme de fidélité. On te demande toujours, est-ce que tu as la carte du magasin? C'est devenu quasiment, je pense, l'une des phrases auxquelles on s'attend quand tu passes à la caisse. Et je dois t'avouer, moi c'est un truc personnellement qui m'énerve un peu parce que bon, j'ai pas tellement de loyauté en particulier pour telle ou telle marque. Évidemment, moi j'achète en tant que consommateur, je dirais,
régulier, bah, quand même pour économiser des sous. C'est un point quand même que je pense que la plupart de nos auditeurs se retrouveront dedans. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, les grandes marques, que ce soit, et c'est plutôt particulièrement dans les secteurs où il y a beaucoup de concurrence, ils investissent énormément, tu veux, dans ces programmes de fidélité-là. Alors, et vous les connaissez tous, donc par exemple pour aller passer à la pompe à essence, au supermarché, à la pharmacie, sur Internet maintenant, même par exemple, c'est bête, mais Apple avec leur iTunes, les cartes iTunes, avec par exemple quand tu vas chez un bon exemple, à chaque fois on se fait harceler. Quand tu vas dans les magasins, maintenant, tu as même des enfants qui se trimballent avec des tablettes pour essayer de te vendre soit des cartes de crédit labellées au nom de la marque, soit à la caisse, on te demande forcément est-ce que tu as la carte de points, et si tu l'as pas, mon Dieu, t'es un idiot, etc. Bon, évidemment, le business de tout ça, c'est que, vous le savez, si c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, bien évidemment. Il n'y a jamais rien qui est gratuit dans la vie, si tu veux. Effectivement, souvent, adhérer à un programme de fidélité va vous faire économiser. Je pense en moyenne, c'est à peu près 1,5 à 2%, si tu veux, sur tes achats, tout dépendamment du programme, etc. Puis est-ce que vous avez une carte, etc., qui coûte des frais? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que c'est surtout une énorme source de données aussi pour ces entreprises-là. Ça vous permet de cibler et de projeter, évidemment, énormément de choses, hein, ces programmes-là. Mais exactement, ça vous permet, tu l'as dit, les données, data is king, là, data is key, peu importe la mention qui peut être faite en anglais, là, les données sont à la base de tout, ça a un gros impact, comme tu l'as dit, en termes marketing pour les compagnies, ça facilite beaucoup leur investissement massif en marketing, mais également, on en parle moins souvent, là, mais tout ce qui est la gestion des opérations logistiques, pour ce qui est surtout pour les produits, là, mais la quantité, surtout pour, t'en parlais des supermarchés, c'est un très bon exemple, quand on parle de produits qui ont une durée de vie, des produits périssables par exemple, le fait d'avoir la capacité d'avoir à l'aide du programme de fidélité les activités courantes et à chaque présence de vos consommateurs, ça facilite beaucoup vos commandes, par exemple. Pour poursuivre dans les avantages là, également que j'avais mis de côté, là, bien évidemment, on l'a dit, programme de récompense, le but, et ça porte la logique, on le dit, c'est un programme de fidélité, donc le fait d'avoir, encore une fois, des consommateurs qui vont avoir une tendance à référer la compagnie, qui vont avoir le goût de revenir fréquemment, qui vont encourager et indirectement, encore une fois, en revenant fréquemment, vont faire une croissance au niveau des ventes et vont aussi devenir des ambassadeurs de la marque. Et on en parlait, tu l'as pas soulevé, deux exemples que j'ai en tête qui sont des programmes de fidélité notoires. Starbucks, on a fait un épisode là-dessus. C'est vrai. Ces personnes-là, bon, encore une fois, vont revenir fréquemment, vont rapporter des ventes et tout, mais sont surtout des bons vieux brand ambassadors. C'est des personnes qui ne sont pas payées, mais pour représenter la marque. Et l'autre qui me vient en tête, et Gab, ce n'est pas un commerce que tu visites fréquemment pour tes besoins personnels, je n'ai aucun doute, mais c'est important de le noter, Sephora. Sephora, en tant que programme de fidélité, et ça pour notre auditoire féminin se reconnaîtra là-dedans, c'est quelque chose que j'ai entendu très fréquemment là, comme étant un grand bénéfice parce que les consommateurs recherchent de moins en moins le fait d'avoir simplement du bon vieux free shipping, etc., veulent avoir accès par l'entremise d'un programme de fidélité aux ventes avant les faits. Avoir accès à des rabais préalables à ce que ce soit annoncé au public, etc. Donc, ça devient, Sephora est l'exemple parfait où je crois que, si je ne me trompe pas, dépendamment de la semaine, il y a des rabais qui vont être disponibles à certains, en bon anglais, à certains tiers de personnes. Donc, vous payez pour faire partie d'un groupe qui vous permet d'avoir accès à des rabais en premier sur des produits cosmétiques qui, encore une fois, rapportent son pesant d'or, on va se dire les vraies affaires. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des grandes compagnies qui, encore une fois, en bénéficient beaucoup. Et comme on l'a dit dans le premier segment, dans le haut son de la cloche, qui dit avoir une base de consommateurs qui est stable, qui rapporte des revenus en constante évolution parce qu'ils sont toujours prêts à acheter plus et plus et plus. Est-ce que c'est bon pour une compagnie listée? Absolument. Les actionnaires vont être tout à fait contents d'avoir accès à ceci. Donc, programme de fidélité, notez-le bien, c'est quelque chose qui a un impact concret, qui rapporte pour les actionnaires, qui rapporte pour les consommateurs. Et encore une fois, ce qui justifie beaucoup le fait que les compagnies peuvent investir. Parce qu'on dit, programme de fidélité, c'est qu'on donne quelque chose. On donne accès à des rabais. On donne accès à du free shipping. La compagnie perd techniquement des revenus, mais en gagne à force et en finalité. Ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, c'est encore une fois, toute la force est dans la data, puis si tu veux, dans la capacité à faire du marketing subliminal ou non. Hein. D'ailleurs, je pense que faut même, les marques s'en cachent même pas, que c'est un outil, si tu veux, pour permettre à conserver leur clientèle le plus longtemps que possible. Tu vois, j'étais étonné que tu me parles de Sephora, parce que pour être franc avec toi,
j'y vais pas souvent. Là, faut être assez honnête là-dessus. Mais c'est vrai que tu vois, c'est des commerces aussi qui ont eu de la difficulté par rapport à, tu veux, à un autre, au plus grand programme de fidélité dont on n'a pas parlé, mais Amazon. Amazon, en fait, fondamentalement, leur programme Amazon Prime, ça donne accès, si tu veux, à des centaines de rabais sur plein de produits, etc. Tu sais, ça peut aller, par exemple, de la trousse de maquillage pour madame, je sais pas, ou à n'importe quel article d'électricité pour monsieur, ou le contraire d'ailleurs. Enfin, ça, si tu veux, c'est un programme, si tu veux, là aussi, qui est un peu différent, parce que quand même, on donne un certain montant en argent, mais on reçoit certains avantages supplémentaires, si tu veux, des rabais, etc. Au Prime Day, bien évidemment, qui est évidemment l'un des foires les plus populaires maintenant aujourd'hui, surtout avec l'avènement, si tu veux, du shopping par Internet. C'est complètement fou. Et tu vois, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est du data. On est rentré dans une ère, si tu veux, du big data qui fait que aujourd'hui, tu n'as pas le choix en tant que marque de créer justement ce sentiment, si tu veux, d'appartenance aussi de ton client. Et aussi, tu l'as dit, hein, avec le système de référence, de parrainage, on est de plus en plus rendu là, tu vois. T'as pas une seule marque maintenant qui propose pas un système, tu veux. Par exemple, si tu partages mon code de référence, bah, tu vas avoir, je sais pas, 10 balles, puis moi je vais avoir aussi 10 balles aussi en retour. Et un truc aussi et je pense on pourrait conclure là-dessus, parce que tu vois, encore une fois, c'est un sujet très large. C'est aussi au niveau des compagnies aériennes. Si tu veux. On a aujourd'hui des programmes de fidélité qui valent d'ailleurs des milliards. Hein, les compagnies aériennes ne se cachent même pas que ce sont des avantages, tu veux, futurs. Elles les reconnaissent comme actifs, si tu veux, dans leur bilan, tellement ça vaut de l'argent. Les plus connus, évidemment, c'est avec les Delta, donc Delta Point, Air Canada avec leur programme, je ne sais plus comment il s'appelle, Aéroplan, si je me souviens bien, qui sont aujourd'hui des masses financières qui valent aujourd'hui des milliards de dollars, tellement ce sont des outils, si tu veux, de fidélisation, de tracking, et qui permettent évidemment de subtilement, si tu veux, te faire de l'argent. Alors évidemment, vous pourriez penser en tant que consommateur, ah bah non, moi je ne tombe pas dans le marketing, c'est malheureux, mais oui, si c'est fait pour ça, ils font. Et d'ailleurs, les marques utilisent souvent les plus grands des génies, si tu veux, de la psychologie humaine et puis du comportement humain, si tu veux, pour faire passer des messages subliminaux et faire en sorte, si tu veux, que ce message-là te permette de consommer plus et retourner, encore une fois, dans la même marque. Exact. Puis le point qu'on peut ajouter rapidement là-dessus, là, c'est, souvenez-vous, la quantité de programmes que vous avez probablement présentement actifs et est-ce que vous utilisez réellement l'ensemble des avantages qui vous sont redonnés. Personnellement, je tiens à dire, et Gab, tu vas te reconnaître, là, il y a un supermarché bien connu au Québec là, qui offre un programme de récompense dans lequel, dépendamment de votre quantité d'achat, vous recevez, je crois que c'est une fois par mois, là, un montant de crédit, là, une espèce de coupon là, par la poste qui équivaut en termes de catégorie à la quantité d'achat que vous avez fait dans le mois, peu importe, c'est pas ça l'important. L'essentiel, c'est que ça rentre par la poste et personnellement, je me souviens pas de l'avoir utilisé une fois, je me souviens pas de ne pas l'avoir mis soit à la déchiqueteuse ou dans le bac de recyclage. Donc la quantité, n'oubliez pas, des programmes de récompense qui vont avoir un impact sur ce que je fais en tant que consommateur ou ce qu'on fait en tant que consommateur, mais qu'on ne va pas réellement bénéficier de l'avantage qui en découle. Tu l'as dit, Gab, pendant ce temps-là, ils profitent du marketing, ils profitent des ventes qu'ils ont obtenues avec le fait que je suis retourné ou qu'on est retourné vers ce commerce-là, et profitent du data en contrepartie, mais en échange de ça, ce qu'ils nous payent, techniquement, on l'utilise même pas. Donc, c'est quand même quelque chose à noter. On en avait parlé dans l'épisode de Starbucks avec la quantité d'argent qui dorment dans les avantages des programmes de récompense ou des programmes de fidélité. C'est quand même assez notoire et ça impacte beaucoup. On pourra faire peut-être un autre segment là-dessus, là, encore une fois, pour tomber plus en détail, et tu en as bien parlé, là, sur l'aspect subliminal et très psychologique des programmes de récompense. On oublie que c'est pas juste des pourvus programmes de points qui existent maintenant. Il y a tellement de types de programmes de récompense et de fidélité que c'est très intéressant de les aborder pour que vous puissiez réaliser. Mais au final, j'ai jamais compris que c'est un programme de fidélité, mais en réalité, je suis embarqué là-dedans. Donc, on verra si on fait un autre topo là-dessus dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui. Mais c'est... Puis partagez-le nous en commentaire hein, aussi si ça vous intéresse, évidemment. Absolument. Donc sur ça, je crois que c'est ce qui va mettre fin à ce magnifique épisode du podcast. Donc, merci à nouveau pour votre écoute. Je vais te laisser, Gab, faire le mot de la fin là, avec les fameuses plateformes où est-ce qu'on peut nous retrouver. Apple Podcast, Spotify, évidemment Google Podcast, évidemment sur YouTube. C'est là où d'ailleurs on vous recommande de mettre vos commentaires, vos messages, si vous voulez nous suggérer des épisodes pour les prochaines fois.
N'hésitez pas aussi à liker aussi la vidéo YouTube. Nous, ça nous permet d'être mieux référencés. Et on le voit à chaque fois, je me répète, mais il y a une belle corrélation qui se fait entre nombre de vues, nombre de pouces, etc. En attendant, moi, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Merci.